Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, jour J-4 pour la célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce mercredi 7 août à Grand-Bassam, les forces de défense et de sécurité s'y préparent. Et puis, hors de nos frontières, au nord du Mali, la ville de Niafunké, dans la région de Tombouctou, accueille depuis avril 2024 des milliers de déplacés. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. À jour J-4 de la célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui sera célébrée à Grand-Bassam ce mercredi 7 août. Pour notre escale 225, rendons-nous dans cette cité balnéaire où, à la fin de l'année 1949, des milliers d'Ivoiriennes se réunissaient à Grand-Bassam pour exiger la libération de prisonniers politiques, cadres et militants d'un parti anticolonial détenus sans jugement et sous divers motifs après des incidents meurtriers survenus le 6 février 1949 à Treichville et orchestrés par l'administration coloniale. Avec à leur tête l'héroïne Marie Couré, ces femmes faisaient partie des meneuses de ce mouvement sans précédent au sein de l'empire colonial français, du jamais vu dans cette colonie française qu'est la Côte d'Ivoire. Avec Joël Gosset, Gilles Tonia et Bouréima Guiré, découvrez l'histoire de ces femmes braves, sans peur, qui ont donné de la voix face à l'injustice coloniale. Impossible d'aller à Grand-Bassam sans voir cette statue au rond-point de la ville balnéaire. Le monument à la marche des femmes immortalise le courage de ses épouses, mères, sœurs, en 1949, qui s'insurgeaient contre l'arrestation arbitraire de leurs époux, fils et frères par les colons français. Bien plus, elles demandaient leur libération. Cette histoire sur la marche des femmes est illustrée par des clichés à la salle polyvalente du musée des costumes de Grand-Bassam. Le directeur du musée nous explique l'intérêt de cette exposition. Le musée est au service de la société et de son développement. Et ces femmes qui ont véritablement marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire ne peuvent pas passer inaperçues. Et donc, quand il m'a été demandé de réserver une place au musée et à ces femmes, je n'ai pas du tout hésité. Il nous accompagne dans la salle où trônent les photos des braves femmes de 1949. Monsieur Siakrison va vous présenter, va vous donner l'histoire typiques qui ont caractérisé cet événement. Nous sommes frappés par la disposition particulière des photographies et aussi par l'impact de l'énergie que chacune d'elles transmet. Qui sont ces femmes qui ont tenu tête aux colons? La Côte d'Ivoire n'était pas encore indépendante. Alors, d'où ont-elles puisé toute cette force? Nous sommes en fin 1948. Et au sein du PDCI, qui est le parti le plus fort de l'époque, il y a quelques petites distensions internes. L'un des sénateurs du PDCI, Étienne Dioma, quitte le parti et crée un nouveau parti qui est le Bloc démocratique et burkinabé. Il décide d'organiser un meeting d'explication non loin du cinéma ABC à Treichville, non loin du siège du PDCI. Son meeting, plusieurs fois reporté, finalement est transformé en pugilat. La police coloniale, justement, qui était dans la zone et qui n'attendait que cette occasion, en pouvait mettre le grappin sur les principaux militants du PDCI, notamment les plus jeunes, les plus actifs et les plus dynamiques. 8, ils sont embarqués dans un corbia réservé aux Blancs, et puis on les envoie à la prison coloniale de Grand-Bassam. 10 mois plus tard, la date du procès n'était pas encore fixée alors que les détenus vivent dans des conditions précaires. Les 13 femmes des 8 prisonniers décident d'écrire un courrier au gouverneur Laurent Péchou. Et le courrier, le voici. Voici plus de 10 jours que nos maris ont été contraints, après toutes les fins, de non-recevoir, opposés à leur demande de mise en liberté provisoire, à faire la grève de la faim. Aucune décision n'est encore intervenue et aux dernières nouvelles, nous apprenons que 3 d'entre eux sont déjà dans un état d'extrême faiblesse.
Voici donc que les 13 femmes doivent venir le 19 soir à Grand Bassam. Leurs sœurs leur disent, non, vous n'irez pas à 13. Influencer un blanc qui a mis les gens en prison. Attendez donc qu'on se prépare et qu'on vous accompagne allègrement. Ces prisonniers, ce sont Camara Lama d'abord, Albert Kofi Parezo, Séri Coré, Dacosta Vieira, Ekra Mathieu, Jean-Baptiste Moquet, Benablin Dadier, et puis finalement Williams Aka Jacob, celui qui a laissé son nom à Williamsville. Le 20 décembre 1949, une première manifestation est organisée dans le calme, mais sans résultat. Près de 500 femmes quittent Trècheville, quittent Adjamé, quittent Abobo, rencontrent les autres femmes de Port-Boué et viennent voir le procureur. Elles arrivent autour de 16h, le procureur il refuse de les recevoir, elles sont donc obligées de repartir, pas à Abidjan, mais elles dorment à l'Impérial à Grand Bassam. Le 22 décembre 1949, plusieurs délégations de femmes manifestent devant le palais du procureur. Elles reviennent, mais cette fois-ci accompagnées de leurs sœurs. Elles ne sont plus 500, elles sont plus de 1000. Le procureur, il prend peur, il demande à la police de les chasser. La police les chasse. Alors quand elles se retrouvent chez le chef Kofi Damo, au quartier phare, elles prennent la décision que le lendemain, elles n'iront plus voir le procureur, elles iront directement à la prison, libérer les hommes. Les colons décident d'étouffer la marche en interdisant aux propriétaires des véhicules qui les transportaient d'y mettre un terme. Elles décident alors de faire le reste du chemin à pied. Marie Coré, l'une des initiatrices de la manifestation, appelle les femmes à résister. Mes sœurs Bété, Baoulé, Dioula, Gouro et partout, n'ayez pas peur. Ce n'est pas parce qu'on nous envoie un jet d'eau avec du sable que nous devons nous décourager, car une personne qui veut aller au secours de son époux, de son frère, de son fils, ne doit pas reculer devant si peu de choses. Le 24 décembre 1949, dès l'aube et face aux multiples refus du procureur blanc de recevoir leur délégation, une stratégie digne d'une organisation militaire va voir le jour. Le 23 décembre, quand elles prennent la décision de marcher sur la prison coloniale, l'une d'entre elles qui s'appelle Marguerite Sakoul, elle leur explique que déjà la nuit, il y a un dispositif militaire sur le pont. Donc, ce n'est pas évident demain qu'elle puisse passer. Elle a dit, on va donc se subdiviser en 3 sous-groupes. Le premier sous-groupe, c'est le groupe des femmes Akan, celles qui comprennent le Tui, la langue Akan. Vous allez déjà passer sur le pont. Quand les militaires vont vous arrêter, vous leur dites simplement que vous habitez là-bas, puisque justement, juste après le quartier colonial, il y a un village Nzimba. Et donc, déjà, presque 1 millier de femmes passent et viennent dormir à la Belle Étoile, ou encore chez Anne-Marie Raji, chez Abrémaké Touré. Et puis, il restera un gros lot qu'on va subdiviser en 2. On va vous poser dans des pirogues en face de la prison, sur la lagune ou l'Adine. Vous allez donner l'impression avec les pagaies que vous voulez traverser la pirogue pour aller directement. Les gendarmes seront obligés de venir sécuriser la prison en vous regardant, mais en vous regardant, justement, ils vont donner dos à la prison. Ça veut dire qu'ils n'auront plus les yeux sur la prison. C'est là maintenant que interviendra le Fonds 3, dirigé par les jeunes filles comme nous. Nous, on va attaquer effectivement les militaires. À un moment donné, il y aura des cris. Les cris seront le point de départ pour que vous, les dames du front 1, qui avaient dormi au quartier France depuis la veille, soyez en train de ramper sur la plage et prendre la prison. Et c'est ce qui s'est passé exactement le jour-là, le 24 décembre 1949, autour de 14h. Pendant que les militaires croyaient qu'ils avaient tout barricadé et qu'aucune femme n'était passée, sauf les 3. Voilà qu'ils apprennent, les pauvres militaires, que la prison coloniale de Bassam est prise d'assaut. Après 10 mois de résistance et à la demande de Félix Houphouët-Boigny, alors à la tête du PDCI, la marche prend fin. 3 mois plus tard, les militants obtiennent une mise en liberté partielle. Les femmes ont senti la nécessité de remplacer les hommes. Comme ça s'est passé en 1936, au cours de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Aux États-Unis, les femmes ont senti la nécessité de remplacer les hommes à l'usine. Ces femmes entrent dans l'histoire. Leur courage et leur combat pacifique est le symbole de la non-violence. En 1975,
Le souvenir de la marche a donné naissance à un premier ouvrage écrit par Henriette Dagri-Diabaté et un autre livre de l'historien Nondoua Akweson en mars 2022, La marche des Dames glorieuses sur Bassam. Au nombre des souvenirs, un timbre à l'effigie de Marie Corée, celle qui dirigeait le mouvement, la femme panthère, comme on l'appelait, a été battue à plusieurs reprises, blessée et condamnée à 2 mois de prison et décède en 1951 d'un panari au doigt. Almarie Raji, elle fut membre du Conseil économique et social. Cette histoire héroïque qui est sans aucun doute la genèse de la quête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire repose désormais dans cette salle polyvalente du musée des costumes du Grand Bassam. Tout amoureux de l'histoire et visiteurs de passage en Côte d'Ivoire connaîtront ces visages et leur histoire héroïque, il faut le dire. Et nous restons toujours à Grand Bassam pour parler cette fois-ci des festivités de l'an 64 de la Côte d'Ivoire qui se tiendront sur l'autoroute Abidjan-Bassam. À quelques jours de la célébration, les forces de l'ordre et de sécurité sont sur les lieux pour une répétition en vue de parfaire leur défilé le jour J. Ce sont 4595 civils et militaires qui prendront part au défilé. Une célébration qui sera meublée par 4 temps forts. Les détails avec No Sangaré et Gilles Tonien à Grand Bassam. Ce défilé n'est qu'un exercice en prélude à la célébration officielle de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À quelques jours du 7 août, les forces de défense et de sécurité se sont retrouvées sur l'autoroute Abidjan-Bassam, axe choisi pour abriter les festivités. Ils y sont pour les derniers réglages en vue d'une prestation de qualité le jour J. Il faut savoir que depuis un peu plus d'un mois, une commission a été mise en place pour conduire les différentes répétitions, d'abord dans les unités et centres de formation, ensuite sur le plateau nord à Akwedo, et depuis le 31 juillet, nous sommes sur l'emprise de l'autoroute du péage de Grand Bassam pour parfaire le défilé. Le 5 août, nous allons terminer les répétitions grandeur nature pour nous préparer pour le jour J. 4595 civils et militaires prendront part au défilé, soit un effectif de 3800 forces de défense et de sécurité et corps paramilitaires ainsi que 794 civils. Une célébration meublée par 4 temps forts. Au cours de ce défilé qui marque l'an 64 de l'indépendance, vous allez voir l'exécution intégrale de l'hymne national. Ensuite, il y aura un défilé pédestre, il y aura une parade aérienne, des sauts en parachute et un défilé motorisé. Cette commémoration de l'an 64 de la Côte d'Ivoire, qui se veut festive et populaire, verra la participation de la Chine comme pays invité d'honneur. La ville d'Abidjan est aussi embellie par le drapeau ivoirien de couleur orange, blanc et vert. La présence du drapeau est aussi un moyen de rappel de cette célébration de l'indépendance du pays aux citoyens. Et pour le 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire, les communes de Cocody et du Plateau ont pris d'assaut le drapeau national. Aïcha Guiri et Joël Gosset. À l'occasion du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le district d'Abidjan est drapé dans le drapeau national orange, blanc et vert. Dans les rues de la commune de Cocody, le pavillon tricolore symbolise l'aspiration à la souveraineté. C'est très important de mettre le drapeau dans les rues parce que ces drapeaux-là ont plusieurs signes. Ça montre d'abord qu'il y a une fête nationale qui s'annonce puisque nous sommes dans le mois d'août. Et ça montre aussi que chaque Ivoirien doit se préparer à pouvoir célébrer cette fête nationale. Cette fête-là vient rassembler les Ivoiriens. Cette fête-là vient traduire l'union, discipline, travail prônée par la Constitution. C'est nécessaire de voir les drapeaux dans les rues pour que tout le monde puisse savoir aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a un an de plus. Après la commune de Cocody, nous nous rendons dans la commune du Plateau. Ici aussi, le constat est le même. L'emblème national est à l'honneur. Il est magnifié par les citoyens. On ne peut pas célébrer la fête de l'indépendance sans montrer les couleurs.
les couleurs et là, ça nous représente, ça nous montre que nous sommes déjà prêts pour la fête de l'indépendance. En voyant le drapeau, ça rend le pays encore plus beau. Franchement dit, moi-même quand je vois même, je suis fière de mon pays, je suis fière aussi de mon président. Ça montre vraiment que nous sommes libres. La commémoration de l'an 64 de l'indépendance se déroulera le 7 août 2024 dans la station balnéaire de Grand Bassam, dans la région du Sud Comoé. Thématique au cœur de la célébration, la jeunesse ivoirienne et forces de l'ordre et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne. Vive la Côte d'Ivoire et en société, les travaux de reconstruction du grand marché de la commune d'Abobo ont démarré. Des voies d'accès aux alentours sont recolonisées par des commerçantes et des automobilistes qui s'accusent mutuellement de l'occupation anarchique. Le constat. Les travaux de reconstruction du grand marché de la commune d'Abobo ont démarré. Des voies d'accès aux alentours sont pris d'assaut par des commerçants obligés d'abandonner le site en chantier. Cette vendeuse de poissons s'est trouvé une place sur cet espace recolonisé. Il y a manière que nous et puis les voitures, les voisines, voisins là, ça ne nous arrange pas. Ça peut envoyer des dégâts, ça ne nous arrange même pas. Nous, les populations, mais ça ne nous arrange pas. Mais on n'a pas le choix. Je suis mère de 5 enfants. Mais 2 enfants, ils doivent faire bac. Il y a 3 qui sont en BPC, 1 qui sera en BPC, 4e. Bon, toi, tu as quitté ici, tu vas aller ailleurs, on ne te connaît pas là-bas. D'ici, tu vas t'installer là, c'est un problème. Peut-être l'argent même qui est sur toi-même là, ça va finir. Ces voies sont également transformées en gares pour des véhicules de transport en commun. Comme la plupart des conducteurs, Joseph Désiré, qui occupe de façon anarchique la voie, pointe du doigt les commerçants. Si les commerçants ont libéré, nous aussi ça peut nous arranger. Mais là, si elles aussi elles libèrent, elles vont où? On est obligé de garer là, je m'en fous. Parce qu'on n'a pas d'espace. Assoumou Bléou, piéton, plaide pour la libération des voies occupées par commerçants et transporteurs. Les commerçants prennent toute la voie et ils placent leurs marchandises. Du coup, nous les piétons, on n'a pas la route, on n'a pas le chemin. On a du mal à circuler, donc c'est très très gênant. Avant le début des travaux de reconstruction du marché de la commune d'Abobo, l'autorité municipale avait recasé les commerçants sur plusieurs sites et annoncé la prise en compte de l'aménagement des voies environnantes. Et pour parler autonomisation, sachez que des jeunes ont été exhortés à la culture de l'entrepreneuriat. C'est l'objectif visé par l'autorité municipale de la commune d'Abobo, qui a formé 200 jeunes. Cette formation qui s'est déroulée sur 3 mois a connu son apothéose par la remise de diplômes aux participants. C'était ce vendredi 2 août à la mairie d'Abobo. La commune d'Abobo accompagne 200 jeunes dans la réalisation de leur rêve entrepreneurial. L'idée, les exhorter à la culture de l'entrepreneuriat. Pour apporter de l'emploi aux jeunes, pour les aider à être de bons entrepreneurs, il faut que cela soit précédé par la formation. Et c'est ce que madame vient de faire pour 200 jeunes. Et c'est sûr que cette formation va poursuivre pour les autres jeunes, donc les années à venir. L'institution de la mairie est à la recherche de financement pour pouvoir accompagner ces jeunes qui sont formés à l'entrepreneuriat. Après 3 mois de formation, encadreurs et auditeurs saluent l'initiative. Ça a été une formation, je peux dire de haut niveau, mais conviviale à un niveau que nous avons adapté à tous ces jeunes gens des organisations professionnelles et des organisations de jeunesse. Ce sont des outils que nous avons donnés. Quitte à eux d'approfondir ces outils-là, quitte à eux de les utiliser dans la gestion de leurs associations, dans la gestion de leurs entreprises. Ça n'a pas été qu'une simple formation, mais ça nous a forgé aussi, non seulement physiquement, spirituellement et mentalement. Parce que lors de la formation, nous avons appris tellement de choses que nous ignorons sur le marché d'aujourd'hui. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement à faire de l'entrepreneuriat des jeunes son cheval de bataille. Après avoir bénéficié des rudiments nécessaires pour devenir de bons managers, les jeunes espèrent un accompagnement financier de l'autorité communale. Et puis nous terminons ce temps d'information hors de nos frontières, au nord du Mali. La ville de Niafunké, dans la région de Tombouctou, accueille depuis avril 2024 des milliers de déplacés dont le nombre ne cesse d'augmenter chaque jour. La filiale belge de Médecins sans frontières, MSF, Afrique est l'une des rares ONG à apporter assistance à ces déplacés.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.